je me trouve au salon du livre, de la presse et de la littérature jeunesse, donc à Montreuil, on est en 2018. Donc voilà, et j'ai la grande chance pour le prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App 2019, puisque c'est la 2e édition, de pouvoir interviewer Cindy Van Wilder. Alors c'est Cindy Van Wilder ou Cindy... Oui c'est ça, Van Wilder. Ah, Van Wilder, t'inquiète, j'ai entendu tout plein de versions, donc voilà. J'ai pas envie de faire des... Il n'y a pas de souci. Non mais je ne veux certainement pas me vexer, il n'y a pas de souci. D'accord. Je sais que mon nom est difficile. Et du coup, on va faire une interview à propos du roman qui fait partie des sélectionnés, présélectionnés, c'est dans l'étape un peu intermédiaire. Et donc il s'agit de Terre de brume édité chez Rajo. Et déjà la couverture est magnifique, je tenais à le dire, donc bravo les éditeurs. Je sais pas si vous avez un mot à dire pour la couverture des livres ou pas en tant qu'auteur. Non, pour celle-ci, non, en fait on me l'a directement envoyé. Alors pour la petite anecdote, j'étais donc avec mes collègues dans le train, donc j'ai reçu ça sur mon portable. Et je me doutais que c'était la couverture, donc j'étais comme ça. Genre de dire est-ce que je vais cliquer, donc je clique mais vraiment comme ça, puis je la vois et je dis oh c'est bon, elle est bien et tout. Mes collègues ont l'habitude, hein, je vous rassure. Donc ouais, elle était géniale et je suis vraiment super satisfaite du travail qu'ils ont fait dessus. Et j'attends avec grande impatience la couverture du second tome, que je n'ai pas encore. Je sais que j'ai eu des questions à ce sujet, je ne l'ai pas encore, donc voilà. Voilà. Okay. J'attends avec grande impatience de voir ce qu'ils vont faire. Donc je rêve une des questions du coup. Et en voix off, vous allez sûrement entendre... Est-ce que je peux dire ton prénom ou pas? Oui. Tu peux dire ton prénom ou pas? Oui, bien sûr. Okay. Donc en voix off, vous allez sûrement entendre Céline, qui est l'une des organisatrices donc, du prix, qui est même le gourou suprême, puisqu'elle fait partie... Gourou suprême. Nous sommes 3 organisatrices. C'est un peu spécial. Non, nous sommes 3 organisatrices. Elles sont 3 organisatrices et Céline, celle qui a créé avec son mari l'application Booktubers App. Et donc on la remercie beaucoup pour ça. Et donc il y aura peut-être une ou des questions posées en voix off. Bah écoutez, on va commencer tout de suite. Commençons. Tu veux poser la question sur le sablier? Non. Ok. Alors, l'une des premières questions qui a été posée par Céline, et j'aime beaucoup cette théorie, c'est que le symbole du sablier est un truc très récurrent dans votre histoire. Et donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup attirés, du coup je vais parler en notre nom à tous les deux. Est-ce que le monde du dessous, ce serait pas le monde du dessus? Dans le sens, est-ce qu'il y a un renversement du sablier, comme c'est le cas un peu dans le roman où ils renversent leur vecteur. Et du coup, est-ce qu'à la fin de l'écoulement de la brume, le changement il s'effectue? Alors là, je vais devoir parler un petit peu en termes cryptés parce que sinon je vais dévoiler une partie de l'intrigue du tome 2 et je pense que les lecteurs et les lectrices ne seront pas trop d'accord. Mais c'est vrai que c'est très très intéressant comme théorie, je ne l'avais pas du tout encore entendu, donc c'est très bien, c'est une nouveauté. Peut-être qu'effectivement j'ai joué inconsciemment parce que en fait quand on élabore un livre, c'est vrai qu'en fait on ne se rend pas toujours compte, nous-mêmes, même en tant que créateurs et créatrices, de toute la symbolique qu'on peut mettre en place en fait dans le roman. Et c'est vrai que du coup avec le sablier, je ne l'avais pas vu du tout comme ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment cette notion de renversement. On a déjà un bouleversement à l'origine de l'histoire, pourquoi pas un renversement plus tard? Je ne vais pas en dire de trop parce que honnêtement, voilà, ça pique un des points principaux de l'intrigue après. D'accord. Voilà. Bon, bah... Je vais mettre un peu de suspense. D'autant, Mathieu, que tu avais dit que ça pouvait ressembler en plus au fait que les mots sortaient en pointe, un peu comme la forme du sablier, et que c'est vrai que ça nous réunissait dans cette théorie. D'accord. C'est une belle théorie. Donc à suivre dans le tome 2. Voilà. Et comme on parle de sablier qui se retourne, est-ce que la brume, ça représente un équilibre dans ce monde magique, dans la magie en général? Mais disons que la brume, pour moi en fait, c'est la conséquence directe de l'opération de l'exercice de la magie. Je parle du point de vue qu'en fait, toute magie, il y a un prix à payer pour pouvoir l'utiliser. Elle n'est pas gratuite, elle ne n'est pas d'un claquement de doigts, on ne doit pas jeter un sort, on ne doit pas avoir une baguette. Mais voilà, quelque part, on paye un prix. Et
ce prix, en fait, c'est ce que je tente d'expliquer, du moins dans le tome 1, Oui. surtout avec les incipients en début de chapitre. On voit en fait que... J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé l'écrire, c'est clair. Mais en fait, on voit que ils se sont pas encore tout de suite rendus compte, en fait, à quel point la brume pouvait être un problème, pouvait représenter un problème, un véritable souci, une préoccupation. Et je pense que effectivement, moi, j'ai voulu faire en fait le parallèle avec la situation que l'on vit aujourd'hui dans notre monde actuel. Je pense que vous allez y venir. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir dire, voilà, la magie, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas libre, la brume est réellement une conséquence de ça. Et voilà un petit peu ce qui arrive quand on ne prend pas les choses à temps. D'accord. Oui, bah justement, effectivement, on avait une question là-dessus. Voilà. C'est... moi, personnellement, j'ai ressenti un message écologique très fort dans le livre. Et j'ai comparé beaucoup la brume à tout ce qui est le smog, la pollution, etc. Et du coup, c'est bien ça. Il y a aussi ce message-là de faire attention parce que comme la brume, elle est toxique, on ne peut pas respirer dedans. Et c'est quelque chose qui nous entoure tout le temps. D'accord. Donc oui, c'est un peu une mise en relation avec les voitures et ce qu'on rejette et les usines. Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, moi, c'est vrai qu'on m'a demandé en fait hier lors de la conférence, lors des conférences à Montreuil, si j'avais tiré mon inspiration pour la brume, du fameux Brume donc de Stephen King. Bon, je ne connaissais absolument pas cette nouvelle, sorry pour les fans. J'ai bien aimé certaines de ces histoires, mais celle-là, je ne l'ai pas lue. Et en fait, moi, c'était plutôt en fait, l'image du phoque dans le Londres du 19e. Oui, ce phoque qui était, qui était une des premières manifestations de la pollution industrielle. C'était une véritable purée de poids, etc. En même temps, c'était toute une ambiance, une atmosphère, et qu'on retrouve encore maintenant dans notre monde, bien sûr, peut-être pas maintenant, mais ailleurs en fait. D'accord. Et voilà, c'est quelque chose qui est toujours présent, qui est toujours prégnant dans notre monde, et c'est ce que j'ai voulu traduire par la figure de la brume. D'accord, ouais, on a bien compris du coup. Alors là, je vais te laisser poser la question. Du coup, c'est ta question. C'est par rapport au système économique dans Terre de Brume qui m'avait interpellée. Et c'était si une catastrophe plonge la Terre dans un environnement vraiment extrême comme la Terre de Brume, penses-tu que l'être humain continuera à s'accrocher au système économique? Ou moi, pour ma part, j'ai eu un petit peu plus de difficultés dans Terre de Brume. Il perpétue un peu ce système avec l'ACDUC, le financement de l'ACDUC, avec une sorte de troc, avec... Voilà, et comment est-ce que toi tu le visualises? Comment est-ce que tu penses que ça pourrait réellement continuer un système comme ça de En même temps, c'est un système économique de survie, hein. Soyons clairs, ce sont des personnes qui ont presque tout perdu, qui essayent effectivement de s'accrocher à ce qu'elles peuvent, et on voit en fait que 17 ans après la catastrophe, ils essayent tant bien que mal de se reconstruire, ce que j'ai voulu en fait... dire par la construction de l'aqueduc, par leur projet d'acheminement de l'eau, qui est quand même une des problématiques principales dans cet univers. Après, voilà, c'est... je vais pas trop dire. J'ai beaucoup de teasing. Oui, vous avez directement bien ciblé. Bon, sorry pour la curiosité. Mais oui, pour moi, c'est vraiment un système économique de survie. Donc, je comprends qu'on ait l'impression qu'ils peuvent perpétuer en fait certaines pratiques et qui à long terme ne seront plus possibles. Oui. Après, vraiment, on voit que c'est du court terme, quoi. C'est quelque chose de rassurant aussi de se baser sur des anciennes choses. Je pense qu'effectivement, si quelque chose nous arrivait et qu'on doit radicalement changer, je pense que voilà, certaines sociétés, certaines personnes, certains systèmes s'accrocheraient vraiment à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils ont déjà utilisé, parce que voilà, le changement fait toujours peur de toute manière. Tout à fait. D'accord. Au niveau de l'écriture, on a vu beaucoup de références, notamment à la mythologie grecque, ne serait-ce que par les prénoms, notamment Héra, le personnage principal, mais aussi le mont Olympus, l'Olympide, etc. J'ai aussi vu peut-être des références à tout ce qui est l'univers asiatique, dans tout ce côté justement équilibre du monde entre le bien, le mal, etc. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu
des recherches que vous avez établies des recherches que vous avez faites pour établir ces règles magiques et votre monde en général. En fait, pour les références donc, à la mythologie gréco-romaine, effectivement, là je vais plaider coupable à fond. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours beaucoup aimé en fait, cet univers, c'est quelque chose qui m'a bercé depuis l'enfance. En fait, comme c'était un univers très hiérarchisé, avec des règles bien connues, des systèmes de dieux, etc., des relations familiales, enfin, c'est un peu le bordel là-bas, on voyait bien qui était qui faisait quoi, etc. Moi, c'est vrai, ça m'a vraiment marqué comme imaginaire. Et donc après, bon, je ne l'ai pas spécialement après utilisé, que ce soit par exemple dans l'Outrepasseur, parce que là c'était beaucoup plus médiéval, francophone, anglophone, etc. Même si après ça part plus dans le contemporain, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion. Et puis quand les éditions Rajo sont venues me trouver en me disant voilà, on voudrait bien un retour à la fantaisie dans notre ligne éditoriale, on m'a parlé quête, épopée, action, héros, et je me suis dit, wait, ça va être l'occasion. Oui. Ça va être l'occasion de pouvoir réexploiter un petit peu tout ce que je connaissais un petit peu comme mythologie gréco-romaine. Maintenant, soyons clairs, c'est une mythologie gréco-romaine qui est essentiellement masculine, puisque effectivement ce sont toujours presque les hommes les rôles principaux. Et ça, je me suis dit, me connaissant, je me suis dit, ça c'est pas possible ça. Donc on va faire une réécriture du mythe d'Hercule, effectivement, puisque c'est pas vraiment une réécriture, mais disons que ça en est bien inspiré, et on va le faire au féminin. Parce que voilà, il va y avoir un renversement. Moi j'adore faire ça, j'adore jouer avec les clichés, les préjugés, renverser les codes, etc. Ceux et celles qui m'ont déjà lu, ça les étonnera absolument pas. Maintenant, pour les références asiatiques, malheureusement, je les connais beaucoup moins. Mais c'est vrai que j'ai dû faire quelques recherches, notamment dans cet univers, par exemple dans le cadre des Outrepasseurs, puisque là, il y a des références, etc. Je fais intervenir certaines créatures des mythologies japonaises, coréennes, etc. Et je pense que ça a dû encore inconsciemment aussi m'influencer. Mais j'aime beaucoup, en fait, certains bribes de philosophie. Je ne vais pas dire certaines philosophies parce que ma connaissance étant ce qu'elle est, elle est assez limitée. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup en fait cette notion d'équilibre, etc. D'accord. Et du coup, comme vous parlez de renverser les clichés, etc., moi je sais que j'ai senti effectivement vraiment du féminisme dans ce roman. Et notamment, j'ai trouvé que vraiment il y avait des personnages féminins très forts, c'est elle qui gère les deux, c'est pas des monastères, les sanctuaires. Les sanctuaires, voilà, pardon, j'avais perdu le mot. C'est elle qui gère les sanctuaires, c'est les deux héroïnes, et les représentations masculines, les personnages masculins, soit ils meurent, soit c'est des méchants, ou alors on entend très peu parler. Et moi j'ai ressenti, surtout au niveau des deux héroïnes, une espèce de réécriture de la bromance. Une espèce de sistermance, je sais pas. Sistermance, elle est pas mal, je l'avais dans les questions, elle était vraiment pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai que bon, pourquoi pas avoir une féminisation, on parle sur beaucoup de bromance, effectivement, pourquoi pas avoir la sistermance, j'aime beaucoup le mot. Alors, ce que je veux dire en fait, c'est que je comprends pour les personnages masculins que vous ayez eu cette impression. Maintenant, c'est absolument pas en fait une volonté de ma part de dire on va privilégier l'un au détriment de l'autre, au contraire. Effectivement, le devant de l'histoire, il est porté par ces deux héroïnes, parce que voilà, ce sont les personnages principaux, et puis moi, elles m'ont tout de suite touché un petit peu en plein cœur. Ce sont un petit peu mes bébés, comme tous les personnages que je peux créer. Mais non, là aussi j'ai fait un truc sur le tome 2. J'ai pas arrêté avec ça. Mais c'est vrai que là par contre, je pense que voilà, ça va vraiment être la preuve que les personnages masculins ont un mot à dire. Ce n'est pas parce qu'ils sont du genre masculin que je vais les brimer ou les tuer, les massacrer ou quoi que ce soit, ou leur imposer le silence, absolument pas. C'est pas du tout mon intention. D'ailleurs, dans mes autres œuvres, on a bien pu voir que voilà, il y avait des personnages masculins qui s'exprimaient très bien et tout. Maintenant, c'est vrai que j'avoue, il y a de la sistermance. Là, on a déjà parlé tout court de romance, donc
À voir. D'accord. Bah, c'est vrai que moi, c'est ce que j'aimais bien, c'était cette dynamique de c'est pas des meilleurs amis, dans le sens elles sont pas c'est pas non plus un couple, et c'est vraiment voilà le même principe que la bromance de c'est pas enfin on est frères, mais c'est un peu au-delà de ça, et des fois c'est un peu tendancieux, mais c'est jamais concrétisé, donc j'aimais beaucoup ce concept. Bah, disons qu'il y a réellement on a cette tradition en fait de bromance dans des duos masculins, que ça remonte par exemple que ce soit Sherlock Holmes et John Watson, ou encore dans les séries beaucoup plus actuelles. Donc effectivement on a ces codes là avec un duo masculin. Je les ai mis au féminin, voilà. Ah oui, et c'était très bien fait. Du coup, vous avez mis dans les remerciements que ce qui vous avait inspiré, je cherche. C'est dimanche, c'est normal. Dimanche à Montreuil, c'est normal. C'était une image avec un bateau sur une brume. Et comment est-ce que vous avez imaginé après votre histoire? Est-ce que c'est d'abord la création d'une carte? Est-ce que c'est une idée précise qui vient Qu'est-ce qui est le plus dur de créer dans de la fantasy au départ? En fait, donc pour Terre de Brume, effectivement, il y a une petite histoire derrière, parce qu'en fait, au départ, c'était une nouvelle, d'ailleurs, qui est toujours disponible sur Wattpad et sur mon site. Je mettrai en barre d'entrée. Voilà. Pas très compliqué, il suffit de voir sur divallevidea.com, c'est très très simple, j'ai fait ça cette fois-ci. En fait, c'était donc un concours de nouvelles, et donc il y avait un thème imposé ou une image. Donc d'ordinaire, je suis pas trop image, parce que voilà, c'est plus les mots qui me dopent, ce qui est assez logique pour une autrice. Mais cette fois-là, c'est vrai que l'image m'a tout de suite m'a sauté aux yeux. Et ça m'arrive parfois, mais pas tout le temps, dans le processus de création. C'est que là, tout de suite, j'ai eu cette vision d'un monde qui avait été renversé, qui avait été bouleversé. Quelque part que tout s'était renversé, inversé. Donc on retrouve en fait le truc du sablier. Ça me dit poursuivre, hein. Et voilà, qu'en fait, au lieu de voguer sur l'eau, maintenant on voguait sur le nuage. Bon, alors, dans la nouvelle, il n'y a pas du tout en fait cette notion de brume toxique. Elle est venue ensuite, quand j'ai commencé à élaborer le roman. Mais cet univers, en fait, cette nouvelle, elle demeurait dans un coin de ma tête. Et je sais que des lecteurs et des lectrices m'avaient déjà dit pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas en fait en faire un roman? Bon, comme ça, dans l'état de la nouvelle, je ne voyais pas un petit peu comment transformer dans un roman. Mais c'est vrai que là aussi, du coup, quand j'ai eu la sollicitation des éditions Rajo, je me suis dit, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer, et là, il faut tirer les fils, il faut faire des essais, etc. etc. Bref, c'était un peu le cafarnaum dans ma tête, mais on s'y retrouve, vous en faites pas. Donc voilà, c'est vraiment venu de là. Maintenant, d'ordinaire, c'est vrai que je ne me laisse pas en fait vraiment créer, inspirée par des images, c'est plutôt les personnages qui me viennent en premier, ce sont eux qui me parlent en premier. Ou alors si j'ai vraiment envie d'explorer des thèmes. Ça dépend aussi si j'écris de l'imaginaire ou si j'écris du contemporain. Oui. Très différent comme processus de création, j'ai déjà pu le remarquer. Donc voilà. En termes d'imaginaire, justement, est-ce que les scènes te viennent? Alors que le contemporain, c'est déjà beaucoup plus simple parce que tu connais le monde, c'est le monde dans lequel tu es. Donc c'est déjà beaucoup plus simple de poser une situation qui pourrait être existante. Ouais. Ou bien ça peut être quand même compliqué, mais dans l'imaginaire, on est certainement plus obligé d'imaginer. Est-ce que toi, justement, c'est juste les mots, ou est-ce que des fois tu te dis, ah tiens, j'ai une scène en tête, il faut absolument que je l'écrive? Comment est-ce que tu écris tout d'un coup? Non, bon, moi tu sais, disons que d'abord je fais pas de plan, j'ai déjà dit, je vais le redire, ça m'ennuie de les faire, de toute manière quand j'en fais, je les suis pas. D'ailleurs mes éditeurs ont commencé à le savoir, ceux qui m'ont demandé des synopsis se sont retrouvés avec un manuscrit qui au final ça n'avait strictement rien à voir avec le synopsis. Heureusement pour moi et pour eux, ils ont toujours mieux aimé le résultat final que le synopsis, c'est tant mieux. Hein. Mais en fait, pour l'imaginaire, en fait, voilà, c'est des processus de création très différents dans le sens où, en fait, dans l'imaginaire, je sais que je vais pouvoir vraiment me faire plaisir. Dans le contemporain aussi, mais c'est encore différent parce que là, par contre, il y a des contraintes réelles à
à respecter. J'ai pu le voir dans La Nuit est à nous, j'ai encore pu le voir dans Tous debout, le roman 4 Mac que j'écris avec Agnès Marot et qui va paraître l'année prochaine. Et en fait, dans Terre de brume, j'ai vraiment pu me faire plaisir sur certaines scènes. Par exemple, les traversées sur le bateau, bon, je ne vais pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu, mais voilà, les scènes d'action, les embuscades, la quête finale, etc. En fait, c'est vrai que moi je suis un petit peu visuelle en fait, dans ce que j'écris. C'est un peu comme si je filmais des scènes de films en tant que réalisatrice. Que je fais des travelling, des zooms avant, des zooms arrière, etc. Et c'est toute la magie en fait de pouvoir le retranscrire en mots. Ouais. Voilà, c'est vraiment des processus pour moi de création différents, que ce soit l'imaginaire, que ce soit le réel. D'accord. Si vous étiez dans votre monde, dans quel peuple est-ce que vous aimeriez vivre? Après, vous pouvez aussi faire partie des survivants, pas forcément. Ouais, je sais même pas si je serai encore vivante, hein, parce que bon, je ne donne pas cher de mes chances de survie là-dedans, dans un tel monde. Mais c'est vrai qu'en fait, le système, par exemple, la société d'Intissar, qui me paraît quand même beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus aussi parfois respectueuse des attentes de chacun, chacune, etc., me plaît quand même davantage un poil mieux que le système dans lequel vit Hera, qui est quand même fort hiérarchisé, et on doit beaucoup répondre de ses actes et de ses actions et suivre des codes. Bon, voilà. Je pense que je me sentirais un peu plus libre, ou alors je serais une passeuse sur mon bateau. Là non plus, je sais pas si face à la brume et aux monstres, je sais pas si je serais. Si je tiendrais longtemps, mais bon. Je voyais mon bateau. C'est vrai que le monde d'Hera ressemble beaucoup plus finalement au monde un peu gréco-romain, voilà, très. C'était chacun a sa fonction. Exactement, chacun sa place, et si tu mets un pas de traverse, voilà, tu dois répondre à tout. Voilà, je suis pas sûre, connaissant mon caractère, que ça me plaît. Mais voilà, c'était. Je suis plus pour les systèmes qui laissent la liberté à chacun. En début de chaque chapitre, un petit équipite que d'ailleurs j'aime beaucoup, c'est mes passages préférés dans la fantasy quand il y en a, et les voix sont particulièrement bien faites. Et en dessous, il y a souvent, et même les personnages en parlent, dans de s'habiller, 24 s'habiller plus tard. Comment ça vous est venu cette idée de transformer? Parce que du coup, je me suis posé la question, est-ce que un sablier est égal à 1 heure, ou alors c'est un nouveau système horaire? Oui, voilà, un sablier plus ou moins équivalent à 1 heure. Maintenant, en fait, je voulais vraiment, en fait, non seulement donc, marquer la temporalité, comme vous l'avez remarqué, mais en plus dire par ce petit détail, c'est un petit détail, mais voilà, je sais que ça va être remarqué, montrer que voilà, cet univers, il n'est pas comme le nôtre, il a aussi ses propres spécificités, ses propres caractéristiques. C'est un petit peu, pour moi, c'est ce qui fait tout le charme en fait, des univers d'imaginaire. C'est vraiment c'est un peu comme pousser la porte d'Hogwarts ou Poudlard, je vais le faire à la française. Même si j'aime pas Poudlard, enfin la traduction, mais bon, bref. Truc de traductrice, des formations professionnelles. Voilà, c'est un peu comme pousser la porte de Poudlard. On sait qu'on entre dans un univers qui n'est pas le nôtre, qui est magique. On sait qu'on va retrouver certains repères et que d'autres, en fait, nous seront totalement étrangers et qu'on va devoir s'adapter. Oui, d'autant plus que comme c'est c'était notre monde, ça a été transformé. Finalement, quelque part, c'est un signe de régression par rapport à ce qu'on est capable de faire avec des mondes de téléphone. On en a partout aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Et finalement, on revient au passé où c'était des sabliers avec... Effectivement. Et puis, voilà, c'était vraiment pour moi une manière de marquer une délimitation. Ici, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de smartphone, téléphone, montre, il n'y a même pas de montre, pour vous dire, il y a les sabliers. Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil au NaNoWriMo, parce que je sais que c'est aussi un système de sablier. C'est Samantha Belli, il me semble, qui a mis en place le défi sablier. En fait, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais fait le défi sablier. J'aime beaucoup le NaNoWriMo. C'était pas vraiment une référence là-dessus. Oui, pas de souci. Maintenant, on a des
des petites questions par rapport à votre métier d'autrice. Depuis Les Outrepasseurs, donc votre plume elle est beaucoup plus engagée qu'avant, notamment dans La Lune est à nous, Terre de brume. Est-ce que vous avez songé à faire d'autres catégories littéraires, lui adulte, je sais pas, peut-être polar, thriller, même romance Oui, bah, j'en ai fait de la romance. Hein. Enfin, Elle n'est plus publiée. Romance érotique, etc. Ah oui, non, ça érotique, certainement pas. Il y en a qui le font très très bien, ça c'est sûr. Moi, c'est pas encore quelque chose qui m'attire. Maintenant, il faut jamais dire jamais. Et c'est surtout vrai en fait pour d'autres genres littéraires ou pour écrire d'autres publics. C'est très marrant parce que du coup, on m'a posé pas mal cette question en fait durant cette édition de Montreuil. Donc pourquoi pas? En tout cas, moi, je suis fermée à strictement rien du tout. Donc voilà, j'aime bien me porter où mes envies me vont. Donc pourquoi pas surveiller dans le futur. Et pour que le lecteur réalise l'importance d'un travail éditorial, est-ce que vous pourriez nous dire combien de personnes entre votre maison d'édition et les bêta-lecteurs ont travaillé au final sur votre texte? Laissez-moi faire le compte. Ça a quand même demandé 4-5 personnes et en plus plusieurs versions. En fait, il faut savoir que la première version que j'ai rendue n'avait pas grand-chose à voir avec le produit final. Donc, ce qui m'arrive souvent, c'est que j'ai tout réécrit. D'accord. Et qu'ensuite, j'ai réécrit partiellement, j'ai fait des corrections, etc. Mais entre les retours de mes bêta-lectrices, j'ai la chance de pouvoir compter sur un pool de bêta-lectrices fidèles qui me connaissent bien et donc qui savent exactement quoi cibler dans mes premières versions. J'ai eu donc le retour éditorial de Rajo qui s'est révélé très très efficace, très clair, très précis. En plus, ça m'a donné plein d'idées. C'était vraiment une super collaboration à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, après, c'est aussi mon propre regard critique. Parce que, au fil de l'expérience, au fil des années, on sait un petit peu dans quel piège je peux m'engager et un petit peu comment les éviter. Pas toujours, mais on essaye quand même. On a quand même de l'expérience là-dessus. Et donc, c'était vraiment un beau travail. Et un travail qui se continue avec le tome 2 qui est actuellement en correction éditoriale. D'accord. Et donc, par rapport au temps que ça t'a demandé, que ça vous a demandé, pour le processus, en fait, entre la phase de début, du premier jet, jusqu'à la phase finale, au final, ça demande combien de... 6-7 mois. 6-7 mois. 6-7 mois. Bien sûr, en alternant les phases de travail, les phases d'attente, parce qu'il y a des retours à attendre, etc. 6-7 mois. Il faut aussi dire que il était sous contrat avant même que je pose le premier mot. Donc forcément, j'avais une deadline à respecter. D'accord. Parce que l'éditeur derrière, il a ses propres deadlines, marketing, commercial, etc. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans un planning beaucoup plus vaste. Et moi, je suis qu'un petit rouage, bien sûr, un rouage essentiel, d'accord, pour la création de ce bouquin, mais un petit rouage dans l'ensemble. Et il faut effectivement que tout le monde puisse respecter ses dates limites, parce que sinon, on s'en sort plus, ça c'est sûr. Mais environ 6-7 mois. Oui, donc en fait, comme ça, le lecteur peut voir à quel point c'est intense pendant 6-7 mois. Ah, c'est très très intense. Vu le nombre de personnes qui interviennent et le nombre de la phase réécriture, ça demande une énergie. Ça demande un fameux investissement, soyons clairs. D'accord. Écoutez, j'ai plus de questions. Je vais juste vous laisser la parole pendant 2 minutes, si vous voulez, pour dire ce que vous voulez sur votre livre, sur peut-être tome 2, je ne sais pas. À tout hasard. Cherche à spoiler. Non, presque pas. Pour donner envie de lire le tome 1. Pour donner envie de lire le tome 1, je dirais tout simplement que c'est un livre en fait qui se révèle, je l'ai vu en fait au niveau du public, des retours que j'ai déjà pu avoir, qui se révèle en fait plus accessible aussi que mes autres univers. Je pense que c'est un monde où on entre plus facilement. J'ai donné peut-être plus de clés à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il a été destiné pour une tranche d'âge un poil plus jeune que ce que je fais d'habitude. Par exemple, les Outrepasseurs qui sont vraiment du young adulte 15+, etc. Là, vraiment, on est parti sur une tranche 12-14.
Et du coup, j'ai vraiment eu la surprise, en fait, l'agréable surprise de voir des lecteurs et des lectrices qui, jusqu'ici, étaient peut-être pas forcément attirés par les univers que je pouvais développer, même si c'était du young adult, mais voilà. On sait que ça peut faire peur de voir des gros pavés qui sont sur les rayons des bibliothèques ou des librairies et que bon voilà, on se dit tente pas. Et celui-ci en fait est beaucoup plus accessible et c'est vrai que du coup ça a été aussi encore un autre défi, un autre challenge en fait à relever. Voilà, et maintenant j'invite chacune à faire sa propre édition. D'accord, et merci beaucoup en tout cas pour votre temps et merci pour l'interview, c'était super génial. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.